Salut! Alors aujourd'hui je vais vous donner un petit cours, donc un cours sur les pigments à effet. Vous expliquer, que ce soit à la portée de tout, sur comment ça marche un pigment à effet, pourquoi ça brille, pourquoi il y en a qui peuvent changer de couleur en fonction de comment on les regarde, etc. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et pour cette occasion j'ai revêtu ma plus jolie robe iridescente de toutes les couleurs, que j'aime beaucoup, de chez Bershka, très intéressant. Donc alors du coup par pigment à effet en fait j'entends les pigments donc métallisés, les pigments nacrés, les pigments qu'on appelle aussi caméléons et aussi les pigments holographiques que je vais aborder. Donc pigment Perlex, Perfect Pearl, Cernit Sparkling aussi que je n'ai pas encore et qu'il faut que j'achète incessamment sous peu. Tous ces pigments là qui brillent, qui sont irisés, nacrés, tout ça, toutes les marques confondues, Fimo, etc. Donc déjà il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps puisqu'on a retrouvé des traces en Chine qui datent d'il y a 3000 ans expliquant qu'ils essayaient de reproduire l'effet de la nacre. Et en fait c'est de ça, de la reproduction en fait, de l'essai d'imitation de la nacre qu'est partie toute cette histoire de pigments spécial. Les pigments qu'on connaît avec leur technologie actuelle datent des années 1960. Donc en fait tout d'abord il faut savoir que ce qui apporte la couleur à ces pigments c'est pas qu'ils sont teints, en fait c'est une question d'épaisseur. Ça pourrait paraître étrange mais en fait toutes les couleurs qui sont données dans ces pigments, qui sont renvoyées par ces pigments en fait sont dues à leurs différentes épaisseurs. C'est par exemple pour ça que dans certains pots de Perlex on a l'impression qu'il y en a moins que dans d'autres. En fait c'est parce que forcément comme il y a certains pigments qui sont plus petits, je pense par exemple au jaune, et en fait il en faut beaucoup plus pour remplir les 3 grammes et que par exemple le vert où il y en a beaucoup moins parce que c'est un pigment en fait qui est plus épais. Donc par exemple ça ce sont 2 pots qui sont neufs de Perlex et vous voyez que le jaune en fait du coup il est plus petit que le vert et du coup il y en a besoin de plus et c'est aussi pour ça qu'ils forment des amas, c'est parce qu'en fait ils sont tout groupés ensemble. Donc les épaisseurs de ces pigments en fait ils sont toujours sous le micron, donc c'est à dire qu'ils ont une épaisseur qu'on gradue en nanomètres et c'est pour ça en fait que ce sont des nanoparticules dans le sens de l'épaisseur. Donc si tu as suivi des cours de physique à l'école tu sauras que la lumière est à l'origine de toutes les couleurs. Donc en fait ces différentes épaisseurs elles vont donner lieu à des indices de réfraction différents, donc l'indice de réfraction en fait c'est la façon dont la lumière se diffuse dans l'objet à peu près. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de pouvoir contrôler de manière très précise en fait cette épaisseur de pigment puisque c'est grâce à ça qu'on va avoir toutes les couleurs. Bon, rassurez-vous quand même, il n'y a pas que l'épaisseur qui joue, même si c'est une grande partie, il y a aussi en fait le matériau qu'on utilise pour faire ces pigments. Donc en gros on utilise 2 choses. Donc en fait il y a un substrat, c'est-à-dire une base qui est très généralement du mica. Donc en fait c'est de là que vient par exemple le mot poudre mica, même si du coup c'est un mauvais terme. En fait on ne devrait pas dire poudre mica, on devrait dire poudre de pigment d'oxyde métallique mica, mais c'est beaucoup trop long, on est d'accord. Donc les mica le plus souvent c'est de l'alumosilica, donc Al3O2, donc très intéressant, super. Et en fait ils ont la particularité d'avoir une structure en fait qui fait plein de petites pyramides accrochées et en fait ça a la particularité de pouvoir contenir en fait les particules d'oxyde de métaux et également d'avoir du coup une structure en couche qui permet encore plus un indice de réfraction un petit peu fantaisie qui renvoie des couleurs un petit peu sympathiques. Donc cette base de mica est vraiment transparente et elle a juste pour principe de pouvoir accueillir les particules métalliques. L'oxyde métallique le plus utilisé pour faire ces pigments c'est l'oxyde de titane, donc TiO2, puisqu'en fait comme vous connaissez un petit peu l'effet titane en fait ça renvoie plein de couleurs, donc c'est celui qui est le plus large au niveau des spectres des couleurs à proposer. Donc pour savoir en fait comment on assemble le mica avec les oxydes métalliques, c'est très simple. Imaginez-vous le Titanic. Donc en gros on va mélanger les sels d'oxyde métallique dans une solution aqueuse de mica et comme ce ne sont pas des matériaux qui sont solubles, ils vont s'accrocher les uns aux autres en fait, ça fait comme, voilà, comme les passages du Titanic. Ils sont naufragés, il y a des petites planches, et ils vont forcément monter dessus pour survivre et c'est le même principe. Donc en fait c'est comme ça qu'on peut réguler la couche d'oxyde métallique qu'on va mettre sur les particules de mica au nanomètre près, attention c'est très précis. En gros si vous versez tant de quantité de mica et tant de quantité de sel métallique, vous savez que du coup il va pouvoir y avoir que 7 trucs parce que ça se dépose en fait vraiment uniformément et de manière homogène sur toutes les bases de mica, il y a la même quantité qui vient se déposer de sel métallique. Ça fait vraiment cet effet sandwich, donc oxyde de métal, mica, oxyde de métal, ça fait comme un sandwich de pigments qui brillent. Donc généralement les strates d'oxyde métallique elles font entre 200 et 500 nanomètres. Donc pour les pigments métallisés classiques type par exemple Perlex, il y a quand même d'autres oxydes de métaux que les titanium. Il y a par exemple l'oxyde de fer, donc Fe2O2, et c'est lui qui va principalement donner les couleurs rougeâtres, cuivrées et bronze. Par exemple 100 nanomètres ça correspond à la couleur rouge et 110 nanomètres ça correspond à la couleur rouge violacée. Et c'est la plus petite qui est possible en fait dans les pigments et c'est pour ça qu'il est si rare de trouver des beaux pigments rouges, c'est parce qu'en fait comme ce sont les plus petits, ils sont très difficiles à avoir et c'est pour ça qu'on a
très rarement des beaux pigments rouges. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait l'air pas mal chez Cernit, mais clairement chez Perlex il n'y en a aucun de rouge. Et on peut faire aussi des mélanges, c'est-à-dire que par exemple si on veut un super doré, il faut mélanger l'oxyde de titane et l'oxyde de fer. Donc soit on fait un mélange intime et on mélange vraiment les deux pigments ensemble, soit on peut faire des couches successives de par exemple de fer et d'oxyde de titane. Donc je fais une petite parenthèse sur le Mikashi, donc il y a une technique que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'ai vu plusieurs personnes le tester, notamment Marion qui me l'a fait découvrir. En fait dans les pâtes polymères, les poudres elles sont mélangées de façon homogène, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près la même quantité partout, et du coup quand on va venir presser la pâte, et bien tous ces petits pigments qui sont dans ces zones de pâte en fait qu'on vient presser, ils sont tous concentrés à des certains endroits, donc c'est-à-dire dans les motifs en fait qu'on a écrasés. Et c'est pour ça que quand on coupe en fait ils restent, puisque du coup ils ont tous été concentrés à un seul endroit. C'est ça du coup qui révèle le motif même une fois qu'on a coupé l'excédent, et c'est ça qui donne la fondeur en fait parce qu'ils ont vraiment été condensés entre eux. Donc maintenant je vais vous parler des pigments caméléons, donc ce sont ces fameux pigments en fait qui changent de couleur en fonction de l'angle à laquelle on les regarde en fait. Donc par exemple c'est aussi le cas sur mes ongles, ils font à la fois vert et à la fois violet, donc même si la macro ne se fait pas. Donc ces pigments en fait ils ont des épaisseurs plus grosses que les pigments Perlex. Mais évidemment tout ça, ça ne se voit pas à l'œil nu. Nous quand on regarde les pigments on n'a pas l'impression en fait qu'ils ont des tailles différentes, on a l'impression que c'est tous les mêmes alors qu'en fait chaque pigment est complètement différent dans sa structure. Donc ce sont des pigments qu'on appelle pigments interférences et couleurs interférentielles. En fait il faut qu'elles soient de la longueur d'onde de la couleur qu'elles renvoient, et du coup plus elles sont larges, plus elles renvoient en fait sur les couleurs qui sont à côté d'elles dans le spectre de la lumière. Vous êtes sûrement déjà rendu compte que quand on met ces pigments sur de la pâte noire, ça ressort beaucoup mieux que sur de la pâte blanche. En fait c'est parce que le noir absorbe toutes les longueurs d'onde et des couleurs voisines du spectre de la lumière, et aussi la lumière tout court. Donc c'est pour ça que la couleur ressort aussi bien en fait, c'est parce que le noir absorbe tout le reste. Sur le fond blanc par contre on voit mieux les couleurs interférentielles, c'est-à-dire que on va voir sur le fond blanc, donc dans l'angle d'incidence, on va voir par exemple du bleu, et si on regarde d'un autre angle, on va voir du jaune. Et si cette fois-ci le fond est coloré, à l'angle d'incidence on va voir la couleur interférentielle, mais sur les autres angles on va voir la couleur du fond en fait. Par exemple si le fond est vert, on va voir du vert. Il faut savoir aussi qu'au sein d'un même flocon de pigments, il peut y avoir différentes épaisseurs, donc du coup renvoyer différentes couleurs. Je vais finir mes explications par les pigments holographiques qui ne sont pas du tout faits de la même manière et sur lesquels j'ai eu moins d'informations parce que ce sont très particuliers. En fait ce sont des flocons qui sont broyés à partir d'un film. Donc c'est un film thermoplastique photosensible, c'est-à-dire qu'il est sensible à la lumière, sur lequel en fait on va projeter un laser qu'on va décomposer. Vous voyez le petit prisme des Pink Floyd, et bah c'est ça. Donc avec un système de décomposition de la lumière blanche, on va décomposer l'arc-en-ciel et en fait on va le mettre on va le projeter sur ce film qui est photosensible, et il va enregistrer toutes les couleurs qui sont projetées. Donc en gros c'est ça, on va avoir un film qui est arc-en-ciel. Et tout simplement ensuite pour faire les pigments holographiques on broie ce petit film, et c'est pour ça en fait que l'effet holographique il est composé des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est parce qu'en fait il est tiré de la décomposition de la lumière blanche. L'épaisseur de ces pigments holographiques elle est bien supérieure aux pigments que j'ai expliqué avant dans la vidéo, puisque elle est autour de 10 micromètres. C'est quand même beaucoup plus gros, et d'ailleurs ça se voit quand même à l'œil nu, on voit que les pigments ils sont plus gros, et il est très difficile d'avoir des pigments holographiques très fins, souvent ça fait quelque chose d'assez grossier. Souvent quand vous les achetez d'ailleurs ils précisent en fait la taille en micromètres parce que ça peut vous aider à avoir quelque chose de plus ou moins gros dans vos pigments. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura appris des choses, que vous allez aller mettre le nez dans vos pigments pour les observer de plus près. Même vous pouvez comparer par exemple un rouge rosé avec un bleu qui sont censés être les deux tailles les plus extrêmes. Vous allez voir qu'à l'œil nu on voit pas qu'ils sont des épaisseurs différentes, puisqu'en plus l'épaisseur c'est encore différent de la largeur en fait. Ils peuvent avoir tous la même largeur mais pas la même épaisseur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.